cher public, et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du groupe d'histoire locale du Nouvion, qui a le grand plaisir de vous accueillir dans cette magnifique salle, bien chauffée, bien éclairée, où vous êtes bien installés. Et nous avons affaire à des amateurs d'histoire, puisque je vais vous dire quelque chose. À la télévision ce soir, il y a Stéphane Bern, secret d'histoire. Non, je blague. Je suis sûr que s'il y avait eu secret d'histoire, vous seriez quand même venu ici, parce que vous allez entendre Monsieur Yannick Vanacker, conférencier, qui va vous parler d'un monument de notre commune, le château du Nouvion, qui figure sur ce dépliant, avec son principal occupant, le comte de Paris. Vous allez apprendre beaucoup de détails fort intéressants. Alors, qui est Monsieur Yannick Vanacker? Un homme de 50 ans qui est né à Dunkerque, enfin, Malo-les-Bains. Dunkerque, ce n'est pas tout près, c'est dans le nord. Et il habite Tourcoing. Alors vous allez dire, mais comment une personne qui vient de Dunkerque peut nous parler du château de notre commune? Eh bien, on va vous l'expliquer. Monsieur Yannick Vanacker s'est occupé de colonies de vacances quand le château du Nouvion a été vendu à la ville de Roubaix. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça dit quelque chose. Monsieur Vanacker a d'abord été animateur et ensuite il a encadré des responsables, il a formé des animateurs comme lui et il connaît le château par cœur. Il y a joué à cache-cache, il connaît le nombre de pièces, je ne vous le dis pas, il va vous le dire lui-même. Et il a parcouru un certain nombre d'ouvrages, il collectionne des documents par dizaines, même par centaines. Et il est très pédagogique. Nous l'avons eu cet après-midi dans les écoles de la Vice-Richepin. Il a parlé aux enfants de 8 à 12 ans. C'était un régal. Et vous allez voir une iconographie très, très riche. Bref, je vous laisse entre de bonnes mains et vous allez ressortir avec plus de connaissances sur votre patrimoine local. Merci. Au début, on m'avait dit une vingtaine de personnes viendront écouter et je m'aperçois que la vingtaine est devenue une quarantaine, une cinquantaine. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour entendre un petit bout de l'histoire du Nouvion. Alors, resituons le cadre, je ne suis pas un historien, je suis un amateur d'histoire, de la grande histoire peut-être, mais aussi de la, entre guillemets, histoire locale. Donc peut-être que parfois j'aurai peut-être un ou deux trous de mémoire sur une date, vous m'excuserez. Les plus pointus d'entre vous sauront à ce moment-là ne pas trop me le faire remarquer, s'il vous plaît. J'ai découvert le château en 1997. La plupart d'entre nous étions nés, mais on a des personnes plus jeunes qui n'étaient pas encore nées, qui sont là ce soir. Comment je l'ai découvert? Un jour, on m'a dit, tu vas aller encadrer une colonie de vacances au Nouvion. Partant de Dunkerque, habitant l'île, faire une colonie au Nouvion, je ne vous cache pas que sur le papier, c'est pas l'emballement premier. Mais on me dit, tu verras, c'est chouette, c'est un château. Bon, là, j'ai tout de suite couru un peu plus vite. Et quand je suis arrivé au château, la première fois que j'ai franchi la grille, eh bien, j'ai été saisi par ce bâtiment, sans trop comprendre son histoire. On va dire que pendant 7-8 ans, je m'en suis occupé. D'abord comme simple animateur, directeur de colo, j'y allais une fois par an. Et puis après, je m'en suis occupé toute l'année. Et jusqu'en 2003. Et en 2003, eh bien, la ville de Roubaix a décidé de s'en séparer, de le vendre à une personne, à une société, on en parlera peut-être à la toute fin. Et là, donc, je ne pouvais plus aller au château. Et forcément, c'est quand on est frustré qu'on commence à s'intéresser aux choses. C'est parce que je ne pouvais plus y accéder que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du château. Ce château, je l'ai parcouru de long en large, et je sais que quand je dis que j'y ai dormi, non pas une fois, non pas deux fois, mais peut-être une centaine de fois dans ce château, je sais que pour certains, ça va faire des envieux, pour d'autres, ça ne va pas vous faire grand-chose, mais certains rêvent encore
de mettre le pied dans le château. Alors ce soir, on ne va pas aller au château, il fait froid. Il y a d'autres raisons qui font qu'on ne va pas y aller, mais on ne va pas aller au château, mais je vais essayer de vous faire rentrer dans l'histoire de ce château et un petit peu dans le bâtiment, modestement. L'histoire du château, ce château n'est pas vieux, il a 166 ans, si je ne me trompe. Mais on va démarrer l'histoire un petit peu plus haut. On va démarrer avant 1853, qui est la date à laquelle on met la première pierre, parce qu'avant il n'y avait rien. Du moins, il n'y avait pas de château là. On va remonter un petit peu plus haut, avant 1853, et on va faire connaissance avec une des personnes les plus illustres du 19e siècle et une des plus inconnues. Sauf pour les gens qui sont passionnés d'histoire, c'est le duc d'Aumale. Alors le duc d'Aumale, qui c'est? Je vous expliquerai après pourquoi on remonte aussi haut. Le duc d'Aumale, on devine tout de suite sa principale occupation. C'était un grand militaire. Le duc d'Aumale naît en 1822. Très bien. Il est fils du dernier roi des Français. Ça commence à lui donner un peu de cachet. Le dernier roi des Français, c'est Louis-Philippe. On oublie parfois qu'après la Révolution, il y a eu des rois. Il y en a eu 3. Louis XVIII, Charles X, et le dernier, c'est le roi des Français, pas le roi de France, mais le roi des Français, qui était Louis-Philippe. Ça, c'est son 5e fils. Il est né en 1822, à Paris. Pour le moment, il n'a rien à voir avec le Nouvion. Et à 8 ans, ce petit bout de chou devient un des hommes, c'est difficile à dire, mais une des personnes les plus riches de France, voire d'Europe. Il a 8 ans et il hérite d'un patrimoine colossal. Quand je dis colossal, c'est des forêts, c'est des châteaux, c'est des terres partout en France, en Auvergne. Et il hérite donc du duché de Guise, où nous sommes. Le duché de Guise, c'est quoi? C'est des villages, c'est des fermes, c'est beaucoup de forêts, mais ce n'est pas encore le château de Nouvion qui n'est pas là. Alors, comment il hérite? Le plus simple, alors hop, je passe. Il hérite de qui? Il hérite du monsieur là-bas en haut à gauche. C'est son parrain, Louis-Henri de Bourbon-Condé. Vous savez, c'est le dernier descendant de la grande famille des Condé. Louis-Henri finit sa carrière, sa vie de façon un petit peu tragique, puisqu'on le retrouve pendu à une fenêtre dans son château, subitement. Et on n'a jamais su si c'était un suicide ou si c'était quelque chose d'arrangé. Une chose est sûre, c'est qu'il avait décidé que le duc d'Aumale serait son légataire. Légataire de tout. Il n'a plus de fils, il a été tué dans les douves de Vincennes, le dernier. Il décide de tout léguer au duc d'Aumale. La légende raconte qu'au dernier moment, il avait envie de changer de légataire, de dire non, finalement, ça ne sera peut-être pas le duc d'Aumale, je vais peut-être le confier à une autre branche. Il se trouve qu'il n'a pas le temps de changer son testament. Quand il décède en 1830, c'est cet enfant de 8 ans qui hérite, entre autres, du duché de Guise. Le duché de Guise, donc, c'est là où nous sommes. Le duché de Guise, c'est quoi? C'est immensément de bois. C'est toute la forêt du Nouvion, qui est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est actuellement. C'est également une grande partie de la forêt de Saint-Michel, près d'Hirson. C'est également une grande partie de cette forêt-ci. Et il hérite aussi de fermes. Ça, c'est que pour le duché de Guise. Après, il hérite de châteaux, dont un en Auvergne, et il hérite de plein d'autres biens. Il a 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 8 ans quand on est un des personnes les plus riches d'Europe? On ne fait rien de nouveau. On est étudiant, on va à l'école, on va au lycée, et d'autres personnes s'occupent du bien. Donc, pendant les premières années, le duché de Guise, il va y venir très ponctuellement, mais pas tant que ça. C'est bon de préciser quand même que le duc d'Aumale, il descend quand même, il descend de Louis XIV. C'est un descendant, par sa maman. Et il descend de Louis XIII, par son papa. Dans ces familles-là, on descend souvent beaucoup des rois à plusieurs reprises. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une lignée qui est très importante. Là, on remonte à Louis XIII, Louis XIV, et on y remonte par plusieurs chemins, je vous avoue. Pas seulement par une branche. Voilà. Le duc d'Aumale, il a 8 ans. C'est un enfant qui va aller au lycée, qui va ensuite
commencé son parcours militaire, et donc qui hérite, qui a un bien, donc il ne gère pas. Après son parcours à Henri IV, dans ces familles-là, on monte très vite en grade dans l'armée. Voyez, et donc très vite, il devient gouverneur général de l'Algérie. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, la France est en train de conquérir l'Algérie, etc. Et il deviendra donc le premier gouverneur de l'Algérie. L'Algérie qui grandit au fur et à mesure des années et de la conquête de la France là-bas. Il vient de temps en temps en France, il vient de temps en temps au Nouvion, mais ce n'est pas sa préoccupation première. Puis de toute façon, que va-t-il y faire si ce n'est s'occuper de son patrimoine? Il n'a toujours pas de château. Le château n'est toujours pas là. Peut-être que sa plus grande victoire vous parle, c'est la prise de la Smala d'Abdelkader, 1843. Un haut fait d'armes qui va faire qu'effectivement la conquête de l'Algérie va s'accélérer. C'est donc un héros aux yeux de la France normalement. On devrait le féliciter. Et en 1848, son destin va changer. Et c'est parce qu'il va changer que le château va apparaître, bizarrement. Donc en 1848, il se passe une énième révolution en France. On a eu 1789, on a eu 1830, c'est grâce à 1830 que son papa devient roi des Français, et en 1848, eh bien on remet encore une couche. Et donc, son père, qui est le roi des Français, est du jour au lendemain quasiment chassé de France. Quand on est chassé de France et qu'on a une famille, on va où? On va chez les cousins. On va dans la famille la plus proche. En l'occurrence, le roi Louis-Philippe part en Angleterre. Lui est chassé de France. Pourquoi? Parce que Napoléon arrive au pouvoir. Et Napoléon III, il n'a qu'une envie, c'est que les familles régnantes ou ayant régné s'éloignent le plus possible de la France. Donc le roi Louis-Philippe est envoyé en exil. Le problème, c'est que le duc d'Aumale, qui est encore en Algérie à ce moment-là, l'Algérie, ça devient la France. Donc Aumale, il n'a pas le choix. C'est peut-être pas le roi, mais c'est un enfant de roi. Aumale est renvoyé. En fait, il a d'abord démissionné. Il n'était pas obligé de partir tout de suite, mais il dit, puisque vous chassez mon père, je m'en vais. Et donc il quitte l'Algérie. Et il va partir où? Rejoindre son père. Bon, là-bas, ils vont acheter des châteaux. Enfin, ils vont vivre d'abord dans les châteaux de la reine Victoria, puis ils vont acquérir eux-mêmes des châteaux. On peut se le permettre. Le problème, c'est que Napoléon III n'est pas tout à fait d'accord. C'est bien beau d'avoir chassé une partie de la famille royale. Le problème, c'est qu'il est toujours propriétaire de biens énormes. Il est toujours propriétaire du duché de Guise. Quel est le meilleur moyen pour affaiblir quelqu'un? C'est de lui enlever tout son patrimoine. Et donc en 1851, Napoléon III, qui va devenir empereur, petit à petit, Napoléon III décide et dit au duc d'Aumale et à toute la famille royale, vous avez 1 an pour tout vendre. En gros, vous avez 1 an pour vendre vos châteaux, vos terres, et en l'occurrence ici, vous avez 1 an pour vendre tout le duché de Guise. De Guise, pardon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous avez 1 an pour vendre le duché de Guise. Il va mettre 11 mois pour y arriver. S'il n'y arrivait pas, tout était saisi par la France. Au dernier moment, quand il sent qu'il ne va pas arriver à vendre ses biens, et vous imaginez, c'est des millions de francs de l'époque, il trouve une astuce. Et cette astuce, ça va être quoi? Ça va être, paraît-il, c'est de demander à une banque de tout acheter, en disant, quand je reviendrai, vous me rendrez tout. Ça, c'est ce que raconte l'histoire secrète. Donc, en fait, que va faire le duc d'Aumale? Eh bien, le duc d'Aumale, il va s'associer à la banque Sellière. Donc, la banque Sellière, ça va parler le mot Sellière, c'est Ernest-Antoine Sellière, c'est toute cette famille, même si ce n'est pas la même branche, qui a dirigé le CNPF, etc. pendant longtemps. Bref, c'est une lignée de barons, d'empire, pour la plupart. Et donc, le duc d'Aumale, il va dire, eh bien, vous, la banque, achetez-moi tout. Dans l'idée, quand je reviendrai, rendez-moi tout. C'est un peu le deal, on va dire. Ça, c'est ce qu'on raconte. Il va faire exactement pareil à Chantilly. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le château de Nouvion n'est pas le château le plus connu de France, soyons honnêtes. Par contre, le château de Chantilly, c'est quand même autre chose. Et le château de Chantilly appartenait à la même personne, appartenait au duc d'Aumale.
C'est-à-dire que le duc de Mal, ce personnage donc qui va revenir après dans l'histoire de Nouvion, c'était le propriétaire du château de Chantilly, parmi d'autres châteaux. Et donc là, pareil, il va s'associer à une banque, il va vendre, et quand il reviendra en 1871, il récupère tout. Donc, le duc de Mal part en Angleterre, vend tous ses biens, il vend le duché de Guise, dans lequel nous sommes, et pour le moment, il n'y a toujours pas de château. Ouf, le château arrive. Pourquoi? Parce que la banque va gérer la forêt, et quand on gère la forêt, on a des bénéfices. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les bénéfices? Eh bien, on va les réinvestir dans la pierre. Et à peine la gestion du domaine prise, on commence à bâtir le château petit à petit. Et en 3 ans, 1853-1856, la banque cellière va bâtir le château, qu'on appellera plus tard le grand château, mais à l'époque, il n'y en a qu'un. Et donc la banque va bâtir ce château en 3 ans avec tous les bénéfices des biens. Le duc de Mal, lui, pendant ce temps-là, voilà, la Révolution chasse le duc de Mal, Napoléon exige la vente, et il va y arriver au dernier moment par un artifice. Et donc, il va être absent de France pendant à peu près 20 ans. C'est-à-dire que le premier occupant du château, c'est pas un duc, c'est pas un comte. C'est qui? C'est un régisseur de domaine. Ce sont des gardes forestiers. Le château, il est peut-être bâti en prévision du retour du duc un jour, mais il est surtout pour le moment bâti pour faire l'administration du domaine. Donc c'était un cadre de travail plutôt agréable pour des régisseurs de domaine, des gardes forestiers, etc. Le duc de Mal, pendant 20 ans, est condamné à l'exil. Et il ne sera jamais aussi actif que quand il est en exil. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des réseaux partout. C'est quelqu'un qui va racheter des journaux en France et qui va faire du lobbying. C'est quelqu'un qui va faire de la politique à distance. C'est quelqu'un qui va acheter des centaines et des centaines de tableaux. Et ces tableaux qu'il va acheter grâce à sa richesse colossale, puisqu'il a réussi à vendre et à récupérer, ces châteaux, ou ces tableaux, où sont-ils à l'heure actuelle? À Chantilly. Chantilly est extraordinairement bien fourni, c'est je crois le 2e musée de France en termes de tableaux. Eh bien, c'est le duc de Mal qui achète, durant son exil, il achète des milliers de livres, il achète des centaines de tableaux, des bijoux, des sculptures. Il l'emmagasine en se disant, un jour ou l'autre, de toute façon, je rentrerai en France, et quand je rentrerai, je vais meubler. On pourrait espérer qu'il va meubler le Nouvion. En fait, il va d'abord meubler Chantilly, forcément. Voilà. Une brève vue aérienne un petit peu de ce qui est bâti. Donc, ce qui est bâti à l'époque, c'est quoi? C'est le grand château. C'est les écuries, les petites écuries qui sont sur le côté, que l'on aperçoit à peine parce qu'elles sont cachées par les arbres. La métairie qui est là, qui existe bien sûr toujours, qui est d'une propriété privée. La métairie est bâtie à peu près dans les mêmes eaux, 1860. Là, vous le connaissez, c'est le petit château. Le petit château, il va encore attendre 30 ans. Pour le moment, le petit château, il n'existe pas, loin de là. Les fermes vont commencer à être bâties dans les années 1860. Donc on les connaît, c'est les prélettes. Alors, j'ai pas tous les noms en tête. C'est les prélettes, les comtesses, les potasses. Voilà, ces fermes sont construites à ce moment-là et on commence à construire aussi les maisons forestières. Pas toutes, mais au fur et à mesure. Donc tout ça, pour le moment, est la propriété d'une banque. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le duc de Mal, on va l'autoriser à revenir quand Napoléon III chute. Le duc de Mal peut revenir en France. La première chose qu'il va faire, il va se faire élire député, déjà. Pourquoi? Parce que c'est bien de reprendre tout de suite du pouvoir. Donc il devient député de l'Oise en 1871. Et puis après, il va reprendre possession de ses domaines. Il commence par Chantilly. Pourquoi Chantilly? Tous ceux qui sont allés à Chantilly, vous imaginez la splendeur de ce lieu. Et donc tout ce qu'il a acheté en Angleterre, et aussi tout ce qu'il a hérité de son père qui est décédé entre-temps, il le ramène, et il le ramène principalement à Chantilly. Le Nouvion, dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose qui arrive au Nouvion.
pour deux raisons. D'abord, il ne l'a jamais vu, le château, puisqu'il a été bâti en son absence. Et puis, c'est loin de Paris. C'est très loin de Paris, le Nouvion. Donc, sa première préoccupation, c'est de s'occuper du château de Chantilly. Il va d'abord le reconstruire, hein, puisque le château avait été rasé après la Révolution. Il reconstruit toute une partie du château. Il y met toutes ses collections de tableaux, de pierres précieuses, de statues. Enfin, ceux qui sont à la Chantilly, c'est une pure merveille à voir. Il en était propriétaire, il a tout racheté. Et pour le moment, le château du Nouvion, on va attendre un petit peu. Qui vit au château à ce moment-là? C'est toujours les gardes forestiers, les régisseurs du domaine qui sont là. On s'arrête un instant sur cette photo, c'est la plus vieille photo que j'ai pour le moment retrouvée. 1890 à peu près. C'est une photo qu'on a retrouvée au fin fond d'un tiroir aux archives de Chantilly. Je pense qu'ils ont dû enlever beaucoup de poussière pour ressortir cette photo qui m'est arrivée un soir par mail et qui montre donc la vue du château. C'est une vue unique parce que le perron, tel que vous le voyez, il n'a jamais été comme ça par la suite. À croire qu'il est encore dans son emballage et qu'ils n'ont pas enlevé l'emballage. Vous voyez, le perron de devant n'a jamais été comme ça. Il ne le sera plus après, très clairement. Voilà. Bon, le duc d'Aumale, il rebâtit Chantilly. Quand je dis qu'il rebâtit Chantilly, c'est toute la partie droite qu'il rebâtit. Hein. La chapelle, les salles d'exposition, il rebâtit tout. Vous imaginez la richesse qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et par la même occasion, eh bien, on va commencer à y mettre les tableaux, etc. Et une fois qu'on a fini de s'occuper de Chantilly, le duc d'Aumale, il se dit, j'ai quand même des biens ailleurs, et j'ai un bien au Nouvion. Il y est venu 3-4 fois peut-être, depuis son retour d'exil. On raconte que son dernier fils, le dernier survivant, il n'a pas eu de chance. Il a perdu tous ses enfants. C'est important parce que ça veut dire qu'il n'aura pas d'héritier direct. Son dernier fils meurt le jour de son examen final. Le lendemain, il devait venir au Nouvion pour la première fois. Son fils meurt. Entre-temps, il a perdu son épouse. Il va se consacrer à quoi, le duc d'Aumale? Il va se consacrer à ses collections, à ses biens, et à enrichir encore plus son patrimoine. Voilà. Une fois que je me suis occupé du grand château, il va commencer à s'occuper du château du Nouvion. On ne va pas l'appeler petit, parce que pour nous, il est grand. Mais il commence à s'occuper de l'autre château. Donc là, on est dans les années 1876, et ça va s'étaler jusque 1895-96. Le duc d'Aumale, vous l'avez en photo. Et à gauche, ça va peut-être parler à certains, c'est même sûr, on n'a trouvé qu'une seule trace du duc d'Aumale au Nouvion. C'est incroyable, ce personnage si illustre de l'histoire de France, qui a failli devenir président de la République, qui a été député, qui était collectionneur, qui était fils de roi, qui était quelqu'un d'érudit, écrivain, qui était membre de 3 académies. Au Nouvion, il n'y a pas de trace. Le château, mais c'est même pas lui qui l'a construit. Il n'y a pas de trace, il n'y en a qu'une seule que j'ai retrouvée. Et très honnêtement, si vous en connaissez d'autres, moi ça m'intéresse. La seule trace que l'on trouve, c'est le monogramme HO, H pour Henri. J'ai oublié de vous dire qu'il s'appelait Henri. Ils s'appelleront tous Henri d'ailleurs, pour la suite. O comme Orléans, c'est la famille dont il est issu. HO, c'est le monogramme que l'on voit sur la petite image. C'est ce qu'on trouve sur les maisons forestières. À ma connaissance, c'est le seul endroit où on le trouve à Nouvion, cette trace d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Sur le château, il n'y a rien. Je ne trouvais aucune marque. Au petit château. Au petit château, il y a un semblant de monogramme sur les portes. Au petit, et pas au grand. Au petit château, effectivement, quand on y va, il y a un truc qui ressemble à HO. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais ça pourrait. Au grand château, on n'a pas de trace. À l'intérieur, il n'y a aucune trace qui dit qu'Henri d'Orléans est passé par là. Bon, quand est-ce qu'il viendra au château, le duc d'Aumale? Vous devinez qu'il est bien à Chantilly quand même. Hein. On serait tous bien à Chantilly. Bon, de temps en temps, il va venir pour les comices, il va venir pour chasser. Il a un territoire de chasse fabuleux. Et
comme c'est quelqu'un qui est puissant, il va profiter que le train se développe en France pour faire en sorte que le train s'arrête au Nouvion. Comment on fait? C'est pas compliqué. Il fait en sorte que le train doive passer par le Nouvion. Pour que le train s'arrête, il faut une raison. Donc il trouve une bonne raison. Il en aura besoin pour le commerce du bois, pour lui. Ça c'est officiel. Et puis comme le chemin de fer il traverse la forêt, il donne gratuitement la bande de terre pour installer le chemin de fer. Bon, il peut se le permettre. Quel sera son avantage? Premièrement, pour aller de Paris au Nouvion à l'époque, c'est long. Donc le train lui permet d'arriver plus vite. Deuxième chose, c'est que pour le commerce du bois, c'est idéal. Vous voyez, pour les arrivées, mais surtout pour les départs. Donc voilà, le duc d'Aumale, premier grand propriétaire du château, mais il n'y est pas venu très très souvent. Il n'a pas habité là. Il avait certainement sa chambre, de là à dire qu'il l'avait richement meublée, non. Par contre, il y a une chose qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à faire venir, paraît-il, quelques meubles de Chantilly, mais surtout des livres de Chantilly. Parce que ce monsieur est un des plus grands collectionneurs de livres que la France ait connu. Ceux qui sont déjà allés à Chantilly, vous avez 2 bibliothèques fabuleuses, une que tout le monde peut voir, environ 13 000, 14 000 livres, une que vous ne pouvez pas voir, qu'on ne visite pas, environ 12 000, 13 000 livres. Quand je parle de livres, c'est du beau livre, bien relié. D'ailleurs, il est tellement riche que quand il achète des livres, il les achète par milliers. Il y a une succession, il y a un lot de livres à vendre en Angleterre, il s'intéresse. Il y a un lot de livres à vendre en France, j'ai pas le droit d'y aller, je suis en exil. Il envoie quelqu'un, c'est bien, tu prends, tu achètes. Et quand il achète, il aime tellement les livres qu'il fait changer les reliures. Pas les reliures, les bordures. Donc il les fait changer, et il y a des relieurs qui travaillent pour lui, et à chaque fois, ils inscrivent le chiffre d'Henri d'Orléans sur les livres qu'il achète. C'est-à-dire que tous les livres qu'il a envoyés au château de Nouvion, j'ai retrouvé tous les bordereaux d'envoi, ce qui prouve qu'il avait quand même envie de venir, mais pas trop souvent. Tous les livres qu'il envoie viennent de Chantilly et resteront au château pendant environ 60 ans. Je pensais moins, mais j'ai appris qu'ils sont restés jusqu'à environ 60 ans, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, la bibliothèque qu'il a fait au château existait toujours. On en reparlera un petit peu après. Ce duc d'Aumale, alors il possède aussi des terres en Italie, un peu en Espagne. Le duc d'Aumale va mourir en 1897, et il va mourir suite à un événement qui va parler à certains et qui passera bientôt à la télévision, sur TF1. C'est l'histoire du bazar de la Charité. Le bazar de la Charité, c'est cette manifestation caritative à Paris, en 1897, principalement organisée par des princes, des princesses, des duchesses, etc. C'était le côté un petit peu bienveillant, effectivement, de ces familles. Et c'est aussi le jour où on teste, un des jours où on teste pour la première fois, vous savez, les appareils cinématographes. Et il se trouve que ça va mal se passer puisque l'appareil cinématographe va mettre le feu à la halle, tout va brûler. Alors j'ai plus le chiffre de décès, mais il est plusieurs dizaines, quasiment que des femmes. Alors il y a 2 raisons. On dira, c'est vrai que c'était elle qui avait organisé. C'était principalement des dames qui étaient venues ce jour-là. On raconte aussi, c'est que les messieurs se sont surtout empressés de sortir quand tout ça a commencé à brûler et que il y a eu des choses pas très jolies et des dames qui se sont fait écraser en voulant sortir par le mouvement de foule. Vous imaginez une halle, certainement en bois, qui se met à brûler sur place. Il y a une personne. Alors pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que dans 15 jours sur TF1, il va y avoir une série qui va commencer qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Et que le Bazar de la Charité, c'est important parce que c'est parce qu'il y a eu cet incendie, il y a une duchesse qui décède. C'est la duchesse d'Alençon. Et la duchesse d'Alençon, c'est la nièce du duc d'Aumale. Le duc va très mal vivre
ce décès et il décède. Il décède dans la foulée en Italie. La duchesse d'Alençon, on raconte qu'elle était tellement courageuse qu'elle est sortie. Son mari était sorti, lui était là. Les deux sont sortis et elle a dit « Il y a encore des dames dedans, je re-rentre ». Vous imaginez re-rentrer dans un bâtiment en flammes? Elle est re-rentrée, elle n'en est jamais ressortie. Donc elle est décédée suite à cet acte de courage. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que raconte la légende? On verra ce que TF1 va en faire dans la série. Mais il y a un lien entre l'affaire du bazar de la Charité et le duc d'Aumale. Le duc d'Aumale, il est en Italie, il apprend le décès de sa nièce, et il décède. Et il décède. Vous imaginez que quand quelqu'un comme ça décède, il y a d'abord eu un grand mouvement de tristesse, il a été rapatrié en France, un train affrété spécial, les saluts militaires lorsqu'il rentre sur le territoire français, il a été enterré, bien sûr. Et il faut savoir que, je vous avais parlé de la première fois où il a été chassé de France, il a été chassé 2 fois de France. En 1885, le gouvernement français, entre-temps, avait décidé de le renvoyer une 2e fois. Il n'avait rien fait. Pourquoi on le chasse? Parce que une de ses nièces, je crois c'est une nièce, s'était mariée en grande pompe à Paris. C'est celle qui va devenir la reine du Portugal plus tard. Elle s'est tellement mariée en grande pompe que l'État n'a pas supporté et a décidé de renvoyer à nouveau la famille royale, on va dire, hors de France. Donc le duc d'Aumale a été chassé à nouveau en 1885. Et comme il savait qu'il allait être chassé entre-temps, il a fait une chose, plutôt que d'être renvoyé de Chantilly, qui est sa maison, comme un malpropre, il ferme Chantilly et il va venir au Nouvion. Il va venir dans son château. Et il va attendre que l'État français le jette dehors. On peut dire jeter parce que cet homme, effectivement, a œuvré immensément pour la France, pour la culture. Il était membre de 3 académies, mais on n'a pas trop de pitié à l'époque. En 1885, le duc d'Aumale doit quitter le Nouvion et il est chassé. Pourquoi le Nouvion? Parce que c'est à côté de la Belgique et qu'on évite en Belgique, d'ici. Et donc il est renvoyé en Belgique. Alors, l'exil il sera un peu moins dur, parce que c'est une personne âgée. Elle ne fera pas grand mal, même si elle a beaucoup de pouvoir encore. Il reviendra de temps en temps en France, mais il décède en Italie. Alors là, on peut se dire, cet homme riche, qu'est-ce qu'il fait de son patrimoine? Que va devenir le château du Nouvion? Donc, quand il décède, il est propriétaire du château, du domaine de Guise, avec toutes les forêts, de Chantilly, etc. Il n'a plus d'enfants. Son épouse est décédée depuis bien longtemps. Bon, il a eu beaucoup de maîtresses, mais ça c'est autre chose. Mais il n'a pas d'enfants. Ça craint, du coup, quand on n'a pas d'enfants, l'héritage part aux neveux. Le problème, c'est que des neveux, il y en a des dizaines. Et quelle est sa crainte? C'est que son patrimoine soit découpé, divisé, et que le superbe château de Chantilly, par exemple, que toutes ses collections soient éparpillées. Et ça, il ne le supporte pas. Il a bâti un chef-d'œuvre à Chantilly, il ne supporterait pas que tout soit liquidé. Il va décider une chose, il va tout donner, au moins Chantilly, à l'Institut de France. Avec une règle, aucun tableau ne sortira jamais de mon château de Chantilly. Et tout doit rester à la même place que le jour où je pars. Et quand on va à Chantilly, à des petites nuances près, les tableaux sont au même endroit qu'il y a 120 ans. Le duc d'Aumale refusait systématiquement que les meubles et tout ça puissent partir. Alors, le Nouvion, c'est différent. D'abord parce que le Nouvion, il y a moins de meubles, il y a beaucoup moins de tableaux, il doit pas y avoir beaucoup de sculptures. On n'a pas de photos de l'intérieur du château à cette époque-là. Aucune. Mais un jour, je trouverai. Je trouverai. Donc voilà, donc le duc décède, le duc d'Aumale décède. Que va devenir le château? Vous imaginez qu'un château divisé par 10, 15, 20 neveux, ça ne sert à rien. Le domaine de Guise, découpé comme ça, c'est ingérable. Donc il va décider une chose, c'est que son domaine de Guise, dans lequel nous sommes, il va le donner, alors je vais faire court, il va le donner à un de ses neveux, qui s'appelle le duc de Chartres. Le duc de Chartres va donc avoir le droit
de récupérer le domaine de Guise à une condition, c'est que son propre fils, qui sera le duc de Guise, et là on commence à parler de personnes qui vont parler, à une condition, c'est que le fils donc du neveu du duc de Mal porte le titre de duc de Guise un jour. Ça c'est important. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Voilà, donc on va en parler après. À quoi ressemblait le château dans les années 1870-1880? Alors de l'intérieur, j'en ai aucune idée. Un plan des années 1900, je pense qu'il y en a un juste après. Là, c'est un plan du château qui date de 1871-72. On peut imaginer que le duc de Mal vient de récupérer son domaine en revenant en France et qui se dit, je vais quand même le rendre. Pour le moment, c'est quoi? C'est des bureaux, hein. C'est l'administration forestière qui est là depuis 20 ans. Il se dit, je vais quand même certainement y venir, je vais l'aménager. Et donc, voilà le plan d'aménagement du château dans les années 1870 et quelques. Alors, ce document il est rare, il est unique. Et il faut savoir qu'une partie de tout ça existe ou a existé. Il y a des choses sur ce plan qui existent toujours. Alors, qu'est-ce qui existe toujours? Forcément, hop, je n'ai pas de pointeur. Le château, forcément, il existe toujours. Au-dessus, vous avez la lettre D, c'est les écuries. Elles existent toujours. C'était là où étaient hébergés, en haut, le palefrenier, et en bas, alors, les chevaux n'étaient pas là, ils étaient en face à la laiterie, la plupart, avec les carrosses. C'est pratique. Par contre, tout l'équipement était là. Donc, le château, il est toujours là, les écuries sont toujours là. Et puis après, vous avez ces deux petites maisons devant, B et, je dirais C. Alors, elles existent toujours. Il y en a une qui est en bien meilleur état que l'autre. Elles n'ont pas eu le même destin, il faut être honnête. Il y en a une qui est habitée, l'autre qui est en total abandon. Ça, c'est par le hasard des ventes qu'on verra plus tard. Qu'est-ce qui existe encore là-dedans? Alors, vous avez tous les bosquets. Vous savez, ces bosquets d'arbres, etc. Bon, forcément, ça n'existe plus, tout ça. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus modeste. Par contre, quelque chose qui existe toujours, vous avez par exemple le G. G comme la glacière du château. La glacière existe toujours. Elle est en forêt, quelque part. J'y suis allé, ça ressemble à tout, sauf à une belle glacière de l'époque. À quoi servait la glacière, qui existe donc toujours? Elle servait simplement à récupérer la glace l'hiver, à la stocker pour le château, pour les habitants du château, et aussi pour que les habitants du Nouvion puissent, si nécessaire, aller chercher de la glace quand ils en avaient besoin, pour eux, ou par exemple pour soigner une personne malade. Donc ils avaient autorisation du duc de Mal, puis après, des successeurs, d'aller chercher de la glace dans la glacière, alors à des créneaux donnés, à un tarif donné, pas non plus tout gratuit. Hein. Donc la glacière, elle existe toujours. À côté, vous avez ces carrés. C'était le jardin, on va dire. Ça existait, alors ça existait. Moi j'ai connu l'époque où il y avait encore le pourtour, des petits murets. Puis il y avait des serres. Il y avait de très belles serres qui étaient un des carrés qui ont existé encore dans les années 80. Aujourd'hui, on aperçoit que c'était quelque chose de particulier, mais c'est une prairie. Qu'est-ce qu'on voit encore? Une source d'eau, qui est là. Une source qui existe toujours. Sauf que maintenant, il n'y a plus de puits, il n'y a plus de margelle, mais il y a toujours l'eau en dessous. Tout ça a disparu. Voilà. Et il existe encore des choses. Vous voyez, tout en haut, on voit un trait horizontal, c'est un filet d'eau qui aboutit dans un réservoir F. Tout ceci existe toujours. Le filet d'eau, quand il y a de l'eau, c'est un jour de fête, hein, parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup d'eau. Mais le filet d'eau, on aperçoit que la végétation au bout, elle est toujours différente, encore maintenant. L'étang F, c'est un réservoir pour alimenter le jardin d'à côté. Il existe toujours. Et il est plein, l'hiver. Il est plein. Voilà, ça, c'est le château en 1873. La plupart des choses ont été faites. Est-ce que les bosquets ont été faits tels quels? C'est pas un jardin à l'anglaise, hein. C'est un jardin à la française, avec des arrondis, il n'y a pas trop de lignes droites.
Le duc d'Aumale, je pense qu'il avait vécu 20 ans en Angleterre. Quand il est rentré, il s'est dit on va rester dans la... Voilà, j'ai vu ça, ça m'a plu, je vais rester dans le domaine. Alors, voilà. Je vous parlais du prince bibliophile. Le duc d'Aumale était un des plus grands collectionneurs de livres. Et à gauche, c'est une de ses bibliothèques à Chantilly. C'est pas une bibliothèque, c'est un palais. Tous ceux qui sont allés à Chantilly ont pu voir combien c'est fastueux. On ne peut pas les toucher, les livres. Hein. Ils sont protégés, mais on peut les consulter sur réservation. Eh bien, une partie de ces livres ont fait le chemin de gauche à droite. Et donc, le duc d'Aumale, quand il dit « je vais un petit peu aménager mon château », eh bien, il envoie des livres au château du Nouvion. Donc, bibliothèque du Nouvion, ce sont des envois en 1880. Donc, il détaille tout ce qu'il envoie. Donc, il y aura 4-5 envois de grosses caisses. Il y en aura certainement d'autres. Et donc, ça va composer une bibliothèque au château, là-haut. Et cette bibliothèque, elle a existé jusque 1949, à peu près. Elle a vécu des moments difficiles. On en parlera, mais pendant la Première Guerre mondiale, vous imaginez bien qu'une très belle bibliothèque est sujet à être pillée. À l'époque, on avait caché une partie des livres et de l'argenterie dans le parc. Bon, tout n'a pas été bien caché, paraît-il. Dans la Seconde Guerre, la bibliothèque, visiblement, est restée là où elle était, donc elle était au premier étage. Et là, le château a été peu occupé, il y a eu peu de pillage dans la Deuxième Guerre. Donc cette bibliothèque de livres, eh bien, 60 ans après, ils étaient toujours là-haut. Que sont-ils devenus? Alors j'aurais bien aimé les voir une fois, je n'ai pas eu cette chance. Le comte de Paris, donc on verra après, la famille a récupéré les beaux livres, a récupéré les livres, et les a mis dans leur propre demeure. Eux n'ont pas été vendus. D'autres choses ont été vendues. Alors, voilà. Le duc d'Aumale meurt, il n'a pas d'héritier, mais il voudrait bien quand même que quelqu'un vienne habiter au château. Et donc il va demander à son neveu de dire, lorsque ton fils va se marier, je veux que, il s'appelle le duc de Guise, je m'excuse, et que 2, il aille vivre au château, puisque c'est le duc de Guise. Ben, il faut qu'il habite sur le domaine de Guise. Et donc le couple que vous voyez à droite, c'est Jean d'Orléans, duc de Guise, et à gauche, son épouse. De mémoire, ce sont des cousins germains. Mais ça, c'est une tradition. Et c'est le premier couple qui va vivre là-haut, au château. On va être franc, ils ne vont pas y vivre toute l'année. Ils vont y vivre en alternance avec Paris, où ils ont leur propre hôtel privé, etc. Mais eux, ils vont y vivre, néanmoins. Le problème, c'est que si vous vous rappelez, qui occupe le château de façon permanente? C'est les bureaux de l'administration, tout ça. Donc quand on décide d'aménager le château pour en faire une habitation, il y a un problème. C'est qu'il y a des gens qui travaillent au château, toute l'administration. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça devienne une vraie demeure d'habitation? On va construire le petit château. Donc le petit château donc, qui est 100 mètres plus loin, on l'appelle petit château, c'est une très belle demeure, mais c'est le petit château dans l'esprit des Nouvionnais pour la plupart, va être bâti pour permettre au couple d'enfin aller habiter dans le château. D'où, et ça c'est pour ça qu'on appelle ça aussi la maison du directeur, entre autres, c'est le directeur du domaine qui allait habiter là. Par contre, il avait toujours un bureau au château, pour être près du duc de Guise et pour pouvoir travailler ensemble. Donc voilà, et la particularité de ce couple, c'est qu'ils vont avoir 4 enfants, que vous connaissez pour la plupart. Ces 4 enfants, hop, on les a, ce sont 3 princesses et un prince qui vont vivre au château. Là, vous avez une photo de famille. Bien sûr, on en connaît tous un, c'est le comte de Paris qui est né en 1908 au château. Il a une autre sœur qui est née au château, qui est née 2 ans avant. Et il avait 2 autres sœurs qui, elles, étaient nées à Paris. Là, j'ai ressorti, justement pour le plaisir, c'est la photo des 3 princesses et d'Henri d'Orléans, futur comte de Paris. Finalement, il n'a pas beaucoup changé au fur et à mesure du temps. 80 ans plus tard, il ressemble toujours à ce qu'il est quand il a 8 ans. On voit le regard très souriant du comte de Paris à l'époque. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été facile après. C'était un caractère.
On le voit, déjà à 8 ans, il a du caractère. Donc pour la première fois, il va y avoir 2 naissances au château. 1906, 1908. Et il n'y en aura jamais plus. Par ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. Une chose est sûre, c'est que la famille, elle vient habiter pendant 10 ans et qu'après, elle va partir. En 1909-1910, le duc et la duchesse, que l'on aperçoit là-bas au bout, que je vous ai montré en mariage, le duc et la duchesse disent « Nous quittons le Nouvion ». 1899, 1909-1910, 10 ans. Il a été habité en tant que maison pendant 10 ans. Alors, le couple part où? Il part au Maroc. Alors, pourquoi au Maroc? Il y a 2 raisons possibles pourquoi ce couple part aussi vite. Alors que le château est là, alors qu'il a été aménagé, il faut imaginer, hein, il y a de l'argenterie, il y a une belle bibliothèque, il y a des calèches en face, le confort s'est installé un petit peu, mais le problème, il est double. Premièrement, ils ne sont pas très riches. Et oui, on peut posséder un château et ne pas être riche. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas hérité de grand-chose pour le moment, lui. Son père est toujours en vie. Son épouse, ses parents sont toujours en vie. Il n'a pas beaucoup de biens. Et le problème, c'est qu'il a un château à gérer, des salariés par le domaine, il a des enfants à élever, il a des précepteurs, des nounous. Tout ça coûte cher. Donc, une des premières raisons qui font que le duc de Guise ne va pas rester au château longtemps avec son épouse, c'est, paraît-il, qu'il n'avait pas les moyens d'entretenir le château, le personnel. Il y a une deuxième raison, alors on ne sait pas laquelle est la vraie, mais à mon avis c'est un peu les deux, c'est que l'épouse du duc de Guise, elle a grandi en Espagne au soleil. Bon, le Nouvion, c'est pas tout à fait l'Espagne. Et au niveau soleil, parfois, il n'y en a pas. On raconte aussi que la duchesse, elle ne s'est pas habituée au climat. Et que donc la duchesse de Guise, très vite, s'est sentie à l'étroit. Et une fois qu'on a passé plusieurs mois, plusieurs années à s'occuper, à meubler le château, elle s'est retrouvée, qu'est-ce que je fais moi? Je m'ennuie. Lui, il ne s'ennuyait pas, le duc de Guise. Lui, c'était un écrivain. Il aimait s'occuper des terres. C'était un chasseur. Lui, il était bien au château. Elle, beaucoup moins. Donc pourquoi le couple s'en va? Certainement une des 2 raisons. Ce qui est sûr, c'est qu'ils partent au Maroc. À gauche, c'est leur nouvelle demeure, à l'arrache. Alors ça fait bizarre comme nom, mais c'est vrai qu'ils sont partis très vite, hein, en 1 an. Donc ils sont aussi partis à l'arrache, il faut dire au sens propre du terme. Et donc, ils partent au Maroc et ils ferment le château. Château qui est meublé, il y a du personnel, mais ils doivent partir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont licencier une partie du personnel, déjà à l'époque. Ils ont gardé une partie du personnel pour l'entretien courant. Ils ont bien sûr gardé les gardes forestiers, le directeur du domaine, parce qu'il va falloir gérer tout ça. C'est la famille Dupont, et après ça a été la famille Macon qui s'est un peu occupée. Vous savez, directeur de domaine, ce sont des noms qui peuvent parler à certains. Ça a été longtemps la famille Dupont, 2 générations, et après je crois que ça a été Gustave Macon qui a pris le relais. Donc le château, 1910, eh bien la vie au château s'arrête en grande partie. Alors je pense que une partie de l'administration a continué à travailler là, au château, mais il n'y a plus de famille qui vit là. Et très vite, arrive quoi? Arrive la Première Guerre mondiale. Alors, juste avant de parler de la Première Guerre mondiale, ce plan du château, c'est un plan qui a été retravaillé par M. Ismaël, que je remercie, et qui présente comment était la vie au château en 1900, 1905, 1910. On retrouve une structure qui est classique. Au sous-sol, les espaces de travail de la domesticité, les cuisines. Par exemple, la cuisine de Monseigneur le duc de Chartres. La cuisine, simplement, on ne voit pas, la cuisine du personnel, la cave à vin, le garde-manger, parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur à l'époque. Quand on veut garder au frais, on met où? Il y a la glacière. On ramène la glace
Et ça revient au château. Un calorifère, pour se chauffer, on se chauffe à quoi à l'époque? Au bois et au charbon. Et il y a une cave à charbon au début du 19e siècle. Le four, on devine pourquoi. Une laiterie d'hiver, une laiterie d'été, une deuxième cave à vin. Il y en a une là et il y en a une là. Bon, ils aimaient bien le vin, visiblement. C'était des bons déguisés. Et la cuisine, vous avez la cuisine du duc de Chartres, et son fils, il a sa propre cuisine. On imagine le nombre de personnes qui travaillent au château à ce moment-là. Premier étage, ou plutôt au rez-de-chaussée, c'est là où vit la famille, c'est les salons, c'est les billards, c'est les bureaux de travail. Donc là, une salle de billard, un grand salon, la salle à manger de la famille, le salon de Monseigneur, un deuxième salon de famille. Bref, c'est là où on mange, c'est là où on travaille et c'est là où on se divertit. Cette pièce-là, elle est sur le devant du château. C'était une salle de billard à l'époque, mais ça aussi été une salle décorée de trophées de chasse. Ces trophées que vous devinez, hein, c'est ces têtes d'animaux qui font le tour de la pièce. Une pièce, on m'a raconté, qui est tenturée avec les fleurs de lys, famille royale. Une bonne partie du bas était tenturée ainsi. Et donc, c'est là où la famille vit à longueur de journée, où les enfants déambulent. Un très bel escalier qui existe toujours, que les enfants, plus tard, ont pris grand plaisir à monter en galopant, qui est un escalier à double volet, très très beau. Lui existe toujours aux dernières nouvelles, et qui permettait donc un escalier, qui permettait de monter au premier étage. Et au premier étage, vous devinez, c'est les hébergements des princes, du duc de Guise, de son épouse. Alors, je suis désolé pour la qualité de la projection, mais ça va être lié au document. Il y a une chose qu'on constate, c'est l'apparition des salles de bain et des cabinets de toilette. Ça a été installé justement quand on a aménagé le château pour que l'on puisse y vivre. Salle de bain, cabinet de toilette, ok, salle de bain c'est moderne. Au château de Chantilly, les salles de bain elles sont apparues en 1885 et quelques. Elles arrivent au château un peu après, c'est une certaine forme de luxe que l'on ne trouvait pas partout. Par le bel escalier, le prince, les ducs montaient au premier étage pour aller se coucher, ou pour aller lire dans la bibliothèque qui est ici. Il y a un balcon qui existe toujours. Quand vous arrivez dans le château, vous le regardez, le balcon il est là. Bien, le balcon, c'était la bibliothèque. Le personnel, lui, ne monte pas par le bel escalier. Le personnel, quand il veut monter pour s'occuper des chambres, du prince, du duc, il passe par un tout petit escalier en colimaçon qui existe toujours. Nous, on l'utilisait pour les cache-cache à une époque, il y a quelques années. Le personnel passait par ces petits escaliers qui descendaient du sous-sol, qui montaient au rez-de-chaussée, qui montaient au deuxième. Bon, ils ne montaient pas au-dessus, ils ne montaient pas au dernier étage, qui était le leur. Le dernier étage, qui habite, c'est logique, qui loge sous les bons arbres, ça n'a pas beaucoup changé, c'est le personnel. Et là, il n'y a plus de salle de bain. Il y a des points d'eau. Donc des points d'eau, on va chercher l'eau au puits ou autre, on le monte à la force des bras, et quand on en a besoin, eh bien le seau, la bassine, et on se lavait ainsi. Elle ne devait pas être chaude, alors il y avait peut-être des systèmes même de chauffe pour le personnel, mais je ne pourrais pas l'attester. On n'avait pas le même sens du confort que maintenant. Alors, donc je vous ai raconté que la famille, elle s'en va, elle part au Maroc. C'est sûr que pour les enfants, ça va changer leur vie quand même. Rappelons qu'il y a 4 enfants, 3 princesses et un prince, ça va complètement changer leur vie. Et notamment, ça va forger, c'est le caractère le plus connu d'entre eux, c'est le comte de Paris. Le comte de Paris, donc, il part, il a 1 an, et il part vivre au Maroc. L'Arrache, à l'époque, c'est pas la belle maison que vous avez vue, c'est une grande ferme. Et il va vivre parfois la vie des habitants, la vie des Marocains de l'époque. Il va courir dans les rues, il va s'occuper des animaux. Bref, il vit une vie d'enfant tout à fait classique, basique. Et plus une vie de prince. Ça va forger son caractère aussi, ce changement de vie. Donc là, à gauche, vous avez les 4 enfants au Maroc. Et à droite, c'est la première communion, le deuxième, je ne sais plus, des 2 enfants qui sont nés au Nouvion.
Alors c'est pas quand même, on a beau être au Maroc, etc., depuis vivre dans un château, mais on garde quand même un certain prestige pour les moments importants. Vous devinez. Donc là, c'est le Anne et le petit, donc c'est Henri, donc c'est le comte de Paris que certains d'entre vous ont bien connu et dont on reparlera au fur et à mesure. Ils sont partis en 1910 et en 1914, la guerre éclate et le Nouvion va vivre 4 ans sous l'occupation allemande. C'est la première ville quasiment qui a été occupée, c'était une des dernières qui a été libérée. Et on rappelle que lorsque les Allemands sont arrivés, ça a commencé par quoi? Par l'incendie de presque 200 maisons, je crois. Voilà, on crame. Et ils n'ont pas cramé le château. D'abord parce qu'il n'est pas au Nouvion même, il est en hauteur. Et puis on ne va pas cramer le château parce qu'on aura aussi besoin peut-être d'y mettre des dignitaires, des militaires un peu plus gradés. Et c'est ce qui va se passer. Donc, la Première Guerre arrive. À la Métairie, on fait un hôpital de guerre, qui ne va pas durer très longtemps, mais le duc de Guise dit « Vous allez en faire un hôpital pour les civils ». Il n'a pas duré très longtemps. Le duc de Guise, lui, il est au Maroc, il aimerait bien revenir se battre. Sauf qu'on lui dit « Non, pas de bol, vous ne vous battrez pas pour la France ». Du coup, je crois qu'il va aller se battre pour le Danemark. Alors, la France, elle disait non quand ça l'intéressait. Hein. Elle a dit non, vous ne vous battrez pas comme soldat, vous voulez être simple soldat. C'est un duc, lui veut être soldat. L'État français dit non. Et Poincaré, de temps en temps, va lui dire « Pourriez quand même me faire une petite mission, s'il vous plaît, vu qu'il y avait du pouvoir. » Donc, par exemple, le duc de Guise, il va être envoyé en Bulgarie pour essayer de convaincre son lointain cousin de ne pas se rattacher à l'Allemagne, mais de se rattacher à la France, etc., donc à la Triple Alliance. Donc de temps en temps, l'État français il savait quand même profiter du pouvoir des familles. Et comme on sait qu'à l'époque, il y a beaucoup de monarchies en Europe, et que la plupart des monarchies sont rattachées, c'est les mêmes familles royales qu'on retrouve. Donc de temps en temps, on profite quand même du pouvoir qu'avaient ces personnes pour essayer de faire des négociations. Bon, ça n'a pas marché, la Bulgarie s'est engagée aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie, et voilà. Donc, il n'a même pas été reçu. Le château, lui, va être occupé par d'abord quelques soldats, et puis après par un général de division, on va dire. Ça va devenir une commandantour. On ne le voit pas, mais j'ai une photo sur laquelle c'est clairement écrit commandantour, Amstellung, enregistrement. Donc si vous voulez des laissez-passer, il fallait monter au château pour obtenir un droit de laisser-passer. Et il y a 2 personnes qui ont beaucoup écrit à cette époque-là, que vous connaissez probablement. C'est le docteur Lemaire, qui a beaucoup écrit à cette époque-là, qui a raconté dans un des petits carnets qu'il a ensuite publié son histoire de la guerre. Et une autre personne qui a beaucoup écrit, c'est Madame Carpentier. Alors je ne sais pas si c'était Carpentier son nom, Aline Carpentier, qui au début de la guerre était infirmière à la Métairie, et qui a raconté la guerre. Bon, dans le livre que j'ai écrit, je passe 10 pages à expliquer tous ces écrits-là, qui montrent comment la guerre se passe au château. Je vous ai juste gardé un épisode dans lequel Madame Carpentier, on rentre dans le château. Donc vous imaginez, elle veut obtenir un laissez-passer, elle est obligée d'aller à la commandantour, elle rentre dans le château. Le sous-officier lui propose du vin blanc. Alors on sait d'où il vient, hein. On se rappelle qu'elle est cabavin. Elles n'ont pas été vidées. Et il lui propose du vin. Elle se dit, du vin royal, quand même, mais elle se dit surtout pas moyen de refuser. D'ailleurs, je crois que le prince Jean, donc ça c'est le duc de Guise, il serait plus content que ce soit nous qui le buvions que les Prussiens. Donc moi, je vais en boire. Ce sera autant qu'il ne sera pas bu par les Allemands. C'était peu banal de nous trouver dans le salon du prince, buvant son vin, en contemplant les portraits des petites princesses, donc les 3 princesses, dont le portrait est au mur, dans des cadres dorés, et qui regardent les officiers allemands aller et venir dans leur maison de Nouvion. C'est-à-dire que, autant avant d'arriver les Allemands, on avait caché beaucoup de choses. On avait caché de l'argenterie, on avait caché des bijoux, on avait caché, alors les meubles on ne pouvait pas les cacher, mais on avait caché des livres dans le parc du château. Autant il y a des choses qui étaient restées. Et là on voit par exemple effectivement que dans le grand salon,
eh bien, les officiers allemands avaient investi, effectivement, et qu'on avait gardé les cadres, peut-être certains tableaux, et que, ben voilà, tout ça est resté en place. Tout ça a été un peu désordonné, des bouteilles, des verres, des housses de fauteuils relevées, mais rien n'est brisé. Un officier partait avec un linge assez volumineux, qui était des photos de famille. Ces photos qu'on n'a plus, bien sûr. Le château, il va être occupé pendant 4 ans, et ce qui devait arriver arriva, il va être en partie pillé. Il va être pillé, et après la guerre, vous savez que les gens avaient le droit de réclamer, de dire, de faire des déclarations de dédommagement. Là, tout ce qui a été abîmé, tout ce qui a disparu. Donc, après la guerre, on a fait des déclarations de dédommagement. Au petit château, on en a fait un. Au grand château, le duc de Guise en a peut-être fait un, mais il n'a jamais été jusqu'au bout. Il a renoncé à essayer de se faire rembourser tout ce qui a disparu. On peut imaginer que c'est des tableaux, des meubles, des choses magnifiques, de l'argenterie qui ont disparu. Il va renoncer à demander à l'Allemagne de se faire rembourser. Et il y a quelque chose qui est assez... Au moment où il dit, en gros, je renonce à ce que vous me donniez ce à quoi j'ai dû, en même temps en Allemagne, au même moment, 4 officiers qui ont participé au pillage sont décorés pour faits de guerre glorieux. D'un côté, voilà, on glorifie le pillage, et de l'autre côté, ben, je renonce. Certains mettront ça sur le dos de la noblesse d'âme d'un duc qui a décidé d'abandonner une partie, peut-être pour que d'autres en bénéficient. Pendant ce temps-là, en Allemagne, on glorifie le fait que le château a été pillé. On raconte même que le fils de l'empereur Guillaume II, de mémoire, est lui-même venu pour se servir. Dit-on. Voilà, le château est occupé, il est libéré, donc vous voyez, ça c'est justement le château, et à droite il y a le panneau commandantour. On devait monter là-haut pour avoir un droit de passage, pour réaliser des actes administratifs sous l'occupation allemande. Tout ça dure 4 ans, et à l'issue des 4 ans, eh bien, le Nouvion est libéré, très tardivement. Les troupes françaises peuvent revenir, les troupes françaises repassent enfin devant le château. On est en fin 1918, de mémoire, et le château va se rendormir pendant 20 ans, même 30 ans. C'est-à-dire qu'à nouveau, les Allemands s'en vont. Heureusement, ils ne font pas trop de dégâts en partant. Le château va revivre sa vie normale, c'est-à-dire personne n'y habite. Il y a des gens qui y travaillent pour entretenir. Il y a un peu l'administration qui est là. Et le château va à nouveau se rendormir jusque la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas été beaucoup occupé, ce château, quand même, entre-temps. Mais il appartient toujours au duc de Guise. Et le duc de Guise, un jour ou l'autre, malheureusement, il meurt en 1940. Et du coup, tous ses biens, tout le domaine revient à qui? À son épouse et à ses 4 enfants. Donc, cette fois, on n'est plus 1 à posséder, mais ils sont 5 à posséder tout le domaine. Pour faire court, pendant la Seconde Guerre, il ne va pas se passer grand-chose a priori au château, pas trop de dégâts. Par contre, il y a quelqu'un d'important qui se marie entre deux, c'est le comte de Paris. Le comte de Paris se marie, alors j'ai un doute sur les mémoire, je crois que c'est 33 qui se marient. Et le duc de Paris se marie avec sa cousine, c'est comme ça, désolé, qui est une Orléans, lui est un Orléans, et donc c'est le couple que certains d'entre vous ont connu. Le comte de Paris épouse la comtesse de Paris, Isabelle, d'Orléans-Bragance, parce que c'était une branche qui était partie vaguement au Brésil. Et donc voilà. Et ce couple-là, c'est un couple qui va venir au Nouvion de temps en temps. Parfois pas ensemble, parfois séparément, mais qui va venir au Nouvion et que donc certains d'entre vous connaissent. Ça veut dire que quand son père va décéder, lui va hériter d'une partie du domaine. Entre autres, il va hériter du château. Donc, à partir de 1940 et quelques, le château lui appartient à lui. Le problème, c'est qu'il y a vécu 1 an, il ne sait pas quoi en faire. Bon, il y a des meubles, hein. Il y a peut-être encore des tableaux, il y a peut-être de l'argenterie, c'est même sûr qu'il y a des choses. Mais est-ce qu'il en a envie de vivre au château du Nouvion à ce moment-là? Ça
Ça ne fait pas rêver le comte de Paris, surtout qu'il y a une autre raison, c'est que le comte de Paris à ce moment-là, il est interdit de territoire français lui aussi. C'est de famille, hein. Mais c'est normal, il devient chef de famille, donc puisque vous êtes chef de famille, la loi dit, vous quittez la France. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir dans son château. Qu'est-ce qu'il va décider de faire tout simplement? Il a un château là-haut, il a un château dans l'Aube. Il va décider de donner c'était pas le genre, de louer ces châteaux pour en faire des colonies de vacances. Et donc le château du Nouvion va devenir à partir de 1949-1950 une colonie de vacances, et ça va durer 20 ans. Il y a encore des meubles, il y a encore des bijoux, il y a encore des tableaux. Forcément, qu'est-ce qui va se passer juste avant que ça devienne une colo? La famille va vendre les biens, va faire une vente aux enchères au château, va garder les plus beaux meubles, c'est un peu logique, va garder les tableaux, va garder les choses de valeur et va vendre. Va vendre à qui? Va vendre à quiconque venait des objets de moindre valeur. Et c'est pour ça qu'il y a encore au Nouvion, dans certaines familles, au Nouvion et ailleurs, des gens qui possèdent des objets qui étaient du château, qui ont été vendus en 1949. Des objets parfois minuscules, parfois plus grands. On m'a toujours raconté que le lit de guerre du duc de Guise était toujours au Nouvion, dans un grenier, quelque part. Bref, il y a encore des gens au Nouvion qui possèdent des choses du château. Oh, elles ne sont pas allées les chercher, c'est juste que la famille a tout vendu, en gardant ce qui était pour eux. Là, on avance, et le comte de Paris va avoir un certain nombre d'enfants. Il va en avoir 11. Autant son papa avait été sage, mais son papa n'était pas forcément quelqu'un de très enjoué, paraît-il. Autant le comte de Paris, il a du caractère. Ils vont avoir avec son épouse 11 enfants. Alors certains des enfants sont venus au Nouvion. Peut-être que certains d'entre vous ont croisé certains de ces princes et princesses, puisque ce sont des princes et princesses. Alors je ne saurais pas les identifier à part un. C'est le garçon qui est au milieu. C'est le fils aîné. Il s'appelle Henri, comme son papa, comte de Paris. Et Henri, c'est celui qui est décédé en début d'année, le 21 janvier. Et qui sera lui-même comte de Paris quand son papa va décéder, comte de Paris. Voilà. Il y a certains enfants, peut-être que certains les reconnaissent. Moi, j'avoue que non. Qui? Isabelle, c'est la plus grande? La plus grande à droite, Isabelle. Sous le lampadaire, c'est François qui était tué en Algérie. Alors, ouais. Si on s'arrête un instant, François, donc c'est celui pour lequel une allée a été créée en 94, je crois. Il s'appelle l'allée du sous-lieutenant François d'Orléans. Pourquoi? Parce qu'il a été tué à la guerre d'Algérie dans une embuscade. Ouais, dans une embuscade. Il a fait preuve d'un grand courage. Il n'en a pas survécu. Donc ces 7 enfants-là, là on est en Belgique, je pense de mémoire, puisqu'ils sont exilés, ils n'ont pas le droit de venir en France, donc du coup ils vivent en Belgique. François, donc celui sous le lampadaire, donc lui, il est venu au Nouvion, je pense. Hein. On l'a croisé au Nouvion, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres enfants que certains reconnaissent? À gauche, Hélène? Alors, il faut savoir que pendant, les enfants naissent, mais ils ne naissent pas en France. Hein. La plupart on est en exil à ce moment-là. On est principalement en Belgique. Et heureusement, un jour, cet exil prend fin. Et en 1950, le gouvernement français décide de dire, bon, la loi d'exil, on va peut-être arrêter maintenant. Elle date de 1885. On va peut-être arrêter. La famille royale ne représente plus un danger pour la République. On va les autoriser à revenir. Ça, c'est le début 1950, et il paraît que ça n'avait même pas été déclaré que le comte de Paris était déjà en France. Hein. Il était déjà sur la route de Paris. Bon, ils vont acheter un manoir à Paris, ils ne vont pas venir vivre au château. Pourquoi? Parce que le comte de Paris, en 1949, il dit, écoutez, moi les châteaux, je ne peux rien en faire, je ne vais pas y vivre, surtout il n'y a pas de confort, il n'y a pas de surface centrale. L'adduction eau, on est toujours alimenté par une fontaine, hein. Au château à l'époque, la fontaine Caroline. Du coup, je vais les louer et on va en faire des colonies de vacances. Et c'est vrai que ça va être, pendant 20 ans, le château va être une colonie de vacances pour les houillères du Nord.
Alors je sais qu'il y a des habitants du Nouvion qui ont apprécié cette époque, parce que de temps en temps le soir, ils allaient fureter autour des colons, pour parfois aller voir les colons, etc., aller flirter parfois, en bordure du parc, autour du château. À l'époque, on ne faisait pas plus. Donc tous les mois, l'été, des centaines d'enfants venaient au château, et du coup ça permettait aussi à la jeunesse du Nouvion de rencontrer d'autres personnes. Voilà. On va juste prendre un petit peu de hauteur et vous montrer le château tel que vous l'aurez probablement jamais vu, si c'est vu de hauteur. Devant, voilà, la première à gauche c'est la vue de devant avec le perron. Derrière le U. Alors, un U, ça montre bien que c'est un château d'habitation, c'est pas un château de guerre, bien évidemment. Ça ne ressemble en rien au château de Guise. Là, c'est un château d'habitation, donc qu'il y ait des coins ou des recoins, c'est pas grave. Aucun soldat ne viendra se battre pour nous assiéger au Nouvion. Là-dessus, on est tranquille. Voilà le château donc, du comte de Paris, tel qu'il était il n'y a encore pas très longtemps. Ce que je vais vous proposer, c'est de partir du sol et d'aller au-dessus du château. Donc de prendre de la hauteur. Alors je ne vais pas vous faire monter sur le drone, je vais vous laisser le drone le faire pour vous. Voilà, une vue du château. Une vue du château pour vous donner effectivement toute la perspective et vous montrer quand même qu'il y a de la majestuosité ce château. C'est pas rien quand même. On va aller jusqu'au-dessus. Vous voyez le nombre de cheminées, bon, qui ne servaient plus à rien dans les années 80, c'était fini, mais il y avait des cheminées absolument partout pour chauffer absolument le plus de pièces possible. Tout au bout, le petit château, devant la métairie. Et là, au-dessus, nous sommes au-dessus de votre château. C'est une vue assez rare. C'est ce que voient les oiseaux, les gens en avion, mais un peu plus haut, et les drones. À gauche, les écuries, qui existent toujours. Voici le château, tel que vous ne le verrez pas souvent. On avance, et on va arriver petit à petit. Donc, vous voyez, le château nécessite trop de travaux. Le comte de Paris n'a pas forcément non plus les moyens d'entretenir 2 châteaux. Donc, on ne peut pas le mettre au bout du jour, parce que soyons honnêtes, il n'a pas été habité depuis 1910. Donc on peut deviner que la décoration des années 50 et celle des années 10, il y a un petit décalage encore. Il est resté dans son jus globalement. Les tentures, les meubles, bon. Il va donc vendre une partie des biens, une partie des gens du Nouvion et d'autres vont pouvoir acheter des objets, parfois. Et le château va être loué comme colonie de vacances quasiment jusqu'à la fin de... Alors je ne vais pas dire de sa vie parce qu'il est toujours en vie, mais jusqu'à nos jours. Et donc, ça va être une colonie de vacances de 1949 à 1969, ça c'est les Houlières du Nord. Donc c'est tous les enfants de mineurs de la fosse de Wagny qui venaient. Vous voyez, plusieurs milliers d'enfants passés. Parfois il y avait 200 enfants, il y en avait autant dans le parc que dans le château. Des milliers d'enfants donc, vont venir pendant 20 ans en colonie de vacances au Nouvion. Et croyez bien que pour les enfants qui viennent des mines, le Nouvion, c'est vachement chouette. C'est vachement chouette parce que c'est le plein air, total. C'est pas très loin. Donc pour des parents mineurs, c'est pas non plus trop cher. Même si les Houlières étaient très généreuses. Et donc pendant 20 ans, les gamins vont se succéder. Et dans le document que j'ai écrit dans le livre, j'ai fait l'interview d'une personne qui a fait 4 ans de colonie de vacances au Nouvion, quand elle était enfant, à partir de 6 ans, et qui raconte son quotidien au château. Au château du Nouvion, c'était quoi le quotidien? Bon, le dimanche, on allait à la messe, en bas. Il y en avait 3-4 qui y allaient pas, ils étaient très mal vus. C'était comme ça. Quand il pleuvait, on regardait les premiers Tintins, les premières diffusions des Tintins. C'était l'arrivée, on commençait à les premiers films projetés. C'était la toilette sommaire dehors, dans les bacs. Bon, les toilettes étaient dehors aussi pour la plupart, à l'ancienne. Mais surtout, c'était ces escaliers qui faisaient plein de bruit la nuit. Et moi, quand j'allais au château, je vous avoue que parfois la nuit, j'entendais bien les escaliers. Et donc, c'était courir dans ces escaliers, et dans leur imaginaire, ces enfants, des princes avaient vécu là. Et c'est vrai, des princes avaient vécu au château du Nouvion.
et des princes avaient foulé les mêmes endroits. Et elle raconte qu'en 1956 ou 7, dans la chambre où est né le comte de Paris, il y avait toujours son pompon. Il était là, il était resté là. Bon, maintenant il a disparu depuis bien longtemps, mais pour montrer qu'un prince était né dans ce château, au premier étage, sur l'aile droite. Donc voilà, pendant 20 ans, les houlières vont faire leur colonie de vacances. Voilà. Donc ça, c'est des photos de personnes qui y sont allées, qui m'ont envoyé des photos de leurs vacances au Nouvion en tant qu'enfant. Il n'a pas changé, mine de rien. Depuis le début du siècle, le château, il a exactement la même forme, il n'a jamais été repeint. Les volets ont quasiment jamais été changés, à l'ancienne. Il n'y a jamais eu de persienne au château. C'est resté les volets. Alors pour les enfants, fermer les volets, je ne vous cache pas, quand on est au premier étage, qu'on doit tirer les volets le soir, nous le faisons nous-mêmes. Vous imaginez ces volets qui faisaient quasiment, oui, presque 2 mètres. Presque 2 mètres de hauteur. Moi-même, j'avais parfois du mal, ce qui faisait rire les enfants. Moi, moins, mais bon. Voilà, donc ils deviennent colonie de vacances. Et puis, on s'approche, on est très proche maintenant de notre époque. À un moment donné, le comte de Paris, les houlières ne viennent plus. Pourquoi? Parce que on avait fait le tour. 20 ans de colo au Nouvion. Vous imaginez que la plupart des enfants, ils avaient fait le tour du système. Donc ils sont allés en colonie beaucoup plus loin. Donc le bail n'a pas été renouvelé. En 1969, les colonies s'arrêtent. Et il ne va rien se passer pendant 11 ans. La vie du château est rythmée de temps où il ne se passe rien. Il y a eu néanmoins un projet. Le comte de Paris a imaginé des plans pour que quelqu'un vienne vivre au château. C'est-à-dire qu'en 67, il se dit, dans 2 ans, les houlières, c'est fini. Et si un de mes enfants venait vivre au château? Donc, j'ai retrouvé des plans de 1967, un plan d'aménagement du château, qui n'a jamais été réalisé, bien sûr, mais qui montre avec une salle d'armes, avec une nurserie. Donc, on devine qu'il pense à un de ses enfants pour qu'il vienne habiter au château. C'est-à-dire qu'il aurait pu redevenir une demeure de prince, mais ça ne s'est pas fait. À la place, on a fait quoi? On a aménagé des petits appartements au petit château. Et pas au grand. Donc le grand va rester fermé pendant 11 ans. Et miracle un jour, pour le comte de Paris, quelqu'un s'intéresse à son château et veut lui acheter. La ville de Roubaix décide d'acheter le château pour en faire quoi? Une base de classe de découverte. Peut-être que certains d'entre vous sont venus en classe de découverte au château du Nouvion, dans les années 80 à 92. Donc, la ville fait des travaux, refait toute la toiture. Heureusement qu'ils ont fait la toiture, sinon le château serait en très très mauvais état actuellement. Construit un pavillon pour le directeur, un nouveau pavillon, c'est celui qui est sur la gauche du château, une belle demeure, une belle maison, une belle maison. Il met du mobilier scolaire, il fait 4 classes, il met de la literie, une cuisine moderne, il fait l'adduction d'eau aussi, parce qu'on est toujours alimenté par la fontaine pendant ce temps-là. Donc la SOR, il fait une adduction à la SOR, et donc pendant 12 ans, des classes de découverte vont venir par cycle de 3 semaines. Ça a duré 3 semaines, les classes. 3 semaines au Nouvion, pour des petits Roubaisiens. Pourquoi pas, mais il fallait un bon programme. Et donc pendant 12 ans, des enfants vont venir, au début que pendant les classes, et puis après, l'été, ils vont faire des colonies de vacances. Mais ça ne plaît pas aux ados, donc on fait partir les petits, 4 ans, 6 ans. Donc ils vont venir au château, et ce jusqu'en 1992. Et à nouveau, 92, énième fois, Roubaix dit, les enseignants ne veulent plus venir, les enfants, c'est pas assez loin, du coup on ne va plus rien faire au château. Et pendant 5 ans, le château se rendort. Il a passé beaucoup de temps à se réveiller, à se rendormir, ce château. Il se rendort, et il va se réveiller. Alors là, je vais juste faire quelque chose. À partir de la diapositive actuelle. Voilà. Le château donc va se rendormir jusqu'en 1997. Et en 1997, j'ai la chance d'arriver au château. Une association à l'île dit, nous on va le reprendre, votre château, on va le gérer pour vous. Roubaix se dit, chouette.
quelqu'un va gérer le château pour moi. Et donc on réorganise les colonies de vacances. Et j'ai eu l'honneur de parler tout à l'heure avec des personnes qui étaient présentes en 1997 quand on a fait le premier son et lumière. On a fait ce qu'on appelait la presse a titré la renaissance du château, ou la résurrection du château. On a fait un son et lumière, donc c'était en août 97. Vous imaginez, c'est des gamins de 6-12 ans qui font un son et lumière, avec des chevaux qui faisaient un peu n'importe quoi, et un feu d'artifice qui a fait un peu n'importe quoi, soyons honnêtes. Et une centaine de personnes sont venues du Nouvion, sont montées au château, monsieur le maire, une partie du conseil municipal sont venus, et ça a été une superbe soirée. 100 personnes qui montent, j'avais pas assez de chaises de toute façon. Le château a revécu en 1997. Alors comment il était en 97 à l'intérieur? Je vais vous faire brièvement rentrer dans le château d'époque. Donc, à la cave, alors là ça va parler forcément à des personnes. En 1997, alors voilà, ça parle à Laurent. Laurent a été cuisinier, Laurent a été cuisinier là-dedans, je crois, pendant plusieurs années. Voilà, Laurent a été cuisinier au sous-sol, parce que voilà, le personnel était encore au sous-sol. Voilà, donc la mairie de Roubaix aménage. Là où c'était la cuisine de Monseigneur, ça devient une cuisine collective. Ici, ce couloir-là devient... c'est resté ce couloir. Il n'a pas changé au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, on remarque quelque part, là vous ne le verrez pas, mais il y a une ancienne porte qui a été murée quelque part, qui amène on ne sait pas où. Moi-même, je ne sais pas où mène cette porte. Il y a un peu au bout, un pan de mur, et on voit des briques. On voit que c'est une porte qui a été murée. Par qui? Pourquoi? J'en sais rien. Non, je pense que ça a amené à une cave à vin, je pense. Une énième cave à vin. Désolé. Voilà. Ça, c'était cette ancienne cuisine. Vous voyez, si on enlève le mobilier, c'est resté globalement dans son jus. Les murs, tout ça. Les cheminées, là, on ne les voit pas, mais à part l'électricité qui n'existait pas 100 ans avant, les tables amenées par la ville de Roubaix, l'intérieur du château, c'était déjà ça avant. Ça, c'est la laiterie d'été, tout ça, la cave à vin, tout ça, c'était effectivement cette partie-là. Tout ça, c'est le sous-sol du château. Ça a dû rester tel quel. Alors, je vous accorde que c'est pas gay au sous-sol, mais c'est là où mangeaient les enfants. Les enfants mangeaient en bas. Même pendant les houlières, on mangeait en bas, à part les plus grands qui mangeaient au premier. Ouais, ils mangeaient à la salle du premier, mais sinon, voilà. Nous, les enfants, mangeaient au sous-sol. Et pourquoi ça leur plaisait? Bon, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais c'était comme dans un château, dans des caves, c'était voûté. Il y avait des cheminées, on en aperçoit une des X cheminées du château. Les enfants appréciaient. Moi, un petit peu moins, parce que j'aime la lumière, mais c'est comme ça. Si on passe au premier étage, alors là, le premier étage, la ville de Roubaix, elle a forcément, elle l'a transformé. Ce qui restait encore du château d'origine a un peu disparu. Donc voilà, donc vous vous rappelez, c'est là où vit la famille au début du XXe siècle. Salle de travail, salon, salle à manger de la famille. Tout ça, c'est devenu des salles de classe, qui sont sûrement telles quelles encore. Donc voilà. Alors d'abord le bel escalier dont je vous parlais. L'escalier qui permettait à la famille de monter du rez-de-chaussée au premier. Un escalier à double volet, qui est magnifique, avec un palier central. Voilà, leurs enfants, le luxe, c'était on partait des deux côtés en même temps, et c'était le premier qui arrivait en haut qui avait gagné. Bon, ils nous l'ont fait des centaines de fois. Cet escalier, il était impossible d'aller du rez-de-chaussée au premier sans réveiller toute la demeure. Le bruit était monstrueux. Ça permettait de savoir si un enfant faisait le chemin inverse la nuit, vous voyez, ça permettait de repérer. Cet escalier, donc, qui doit probablement toujours exister. Ah, et j'ai fait une bêtise. Je ne suis pas allé dans le bon sens. Voilà. Avant tout ça, c'était des briques. C'était comme le sous-sol. La ville de Roubaix, on a fait des salles de classe assez pas belles. A ramené du mobilier qui fait bien scolaire. Mais c'est normal, c'était pour des classes de découverte. Donc c'était pas gênant. Par contre, il y a d'autres pièces de l'autre côté qui ont gardé un peu plus de cachet. Cette pièce-là, les boiseries sont restées d'origine. Là, on est dans le salon. Voilà. C'est là où c'est là dans ce qu'on appelle le billard sur le plan. Et c'est là où donc vous me racontiez qu'il y avait les têtes d'animaux tout en haut, sur le pourtour. Et ce jusqu'en 1949. C'était là où la famille princière recevait là.
Ça, c'est resté à peu près dans son jus, si on avait les tables et les chaises. Ça, c'était un des bureaux, le bureau de direction de l'époque où travaillait le directeur du domaine. Enfin, c'est la salle juste à côté. Bon, là, ça a un petit peu perdu son cachet aussi. Il reste les boiseries et le plafond qu'on ne voit pas, mais qui était magnifique. Si on monte d'un étage, alors là, l'étage au-dessus, vous savez, c'est là où logeait la famille princière. Alors là, il n'y a plus rien de princier. Soyons honnêtes. Il y a toujours des salles de bain, mais qui sont devenues des salles de bain de collectivité. Donc voilà, ça, c'est ici. Quelle est la particularité de cette pièce? C'est là où est né le comte de Paris. Alors c'est sûr qu'on ne le dirait pas. C'est devenu une salle de tatami. J'en ai fait du judo là-dedans. Ouais, on faisait du judo. C'est la salle de tatami. La ville de Roubaix avait aménagé. C'est dans cette salle. Alors vous imaginez comme la taille de la chambre. Hein. Imaginez la taille de la chambre à côté. D'ailleurs, il y avait une chambre à côté, chambre blanche. C'était peut-être effectivement une chambre, soit pour la personne qui était rattachée à la duchesse, qui pouvait comme ça intervenir rapidement, puisqu'elle était dans la chambre d'à côté. Le reste, les autres pièces, vous voyez, c'est devenu des colos, voilà, c'est du mobilier, ça n'a aucun intérêt. J'avoue que je n'avais pas fait ranger ce jour-là, mais c'est pas grave. Le dernier étage, c'est là où était logé le personnel, les mansardes. Alors la mairie de Roubaix a refait plein de petites pièces, etc. Bon, mais en gros, ça n'a pas beaucoup changé. C'est devenu quoi? C'est devenu des chambres. C'est certainement toujours des chambres là-haut. Vous voyez, des chambres avec pas grand-chose. Par contre, on voit qu'on est sous le toit, avec les poutres apparentes. Et le concepteur du deuxième étage, donc de la ville de Roubaix, il a trouvé malicieux entre chaque chambre de faire un espace vide dans lequel les gamins prenaient un plaisir à se cacher. Alors, j'ai jamais compris à quoi servaient ces espaces vides. Peut-être avec les valises, ou je sais pas, mais en tout cas, les gamins trouvaient que c'était une excellente cachette entre deux de faire. On arrive quasiment à maintenant, vous voyez, c'est le deuxième étage. Ça, la période plénière 2000. En 1997, l'association pour laquelle je vais travailler va reprendre la gestion du château. On va y faire des colonies de vacances, on va y refaire des classes de découverte. Et la résurrection du château, c'est le premier article qui paraît à l'époque. Le château renaît, puisque depuis 5 ans, il était en sommeil. Là, il renaît. Ça y est, le château revit. Et j'ai cru comprendre que nous ça avait été un soulagement de revoir le château revivre, mais revivre une énième fois. Donc voilà. Alors là-dessus, je suis vaguement sur une des photos, mais vous ne me trouverez pas, je pense. Voilà. Donc ça, c'est la toute première colonie de vacances en 1997, celle où il y a le son et lumière. Voilà. Il y a eu quelques colonies de vacances comme ça, qui vont s'étaler jusqu'en 1900. Hop, je reviens en arrière. Jusqu'en 1983. Et en 1983, il se passe quoi? La mairie de Roubaix dit, on a acheté en 80, pas 83, 2003. On a acheté en 80, on y a fait des activités, on s'est arrêté, l'association Plein Air 2000 a repris l'activité, ça a plutôt bien marché pendant quelques années. À un moment donné, la mairie de Roubaix dit on va fermer, on revend le château. La mairie de Roubaix n'a pas fait une très belle opération, soyons honnêtes, avec le château. Ils avaient des grands projets, malheureusement ça n'a pas convenu au public. En 2003, la mairie décide de vendre le château. Très vite, ça se fait quasiment en un mois, la vente. Et il y a une personne qui rachète le château. Cette personne, elle est toujours propriétaire du château. Donc c'est un propriétaire belge qui possède le château. Depuis 2004, on va dire, le château dort. Le château n'a plus connu d'activité depuis 2004, c'est-à-dire il y a 15 ans, bientôt 16. Donc le château, il est resté tel qu'en 2004. Espérons qu'à l'intérieur, il ne soit pas trop abîmé. Il doit l'être. Heureusement que la toiture a été faite. C'est-à-dire que l'intérieur est peut-être encore à peu près sain. Mais le château est tel quel, donc pour le moment, il n'a pas bougé depuis 16 ans. C'est ainsi. Quel est l'avenir du château? Le château est en vente. Alors là, s'il y a des amateurs, ne vous privez pas. Le château est en vente. Alors, il est en vente donc depuis 2004, quasiment. Un peu après 2004. Mais il achète le plan
c'est de le revendre plutôt vite. Bon, il l'achète, c'est pas un secret, dans les 300 000 euros, à peu près. Et il décide de le revendre un peu plus. Donc le château, aux dernières nouvelles, serait toujours en vente au tarif de 1 350 000 euros. C'est bizarre, mais il n'y a personne qui se lève pour le prendre. Juste, allez, je vais le valoriser. Le château, mais aussi les terres. Enfin, les terres. Le pourtour du château, pas les forêts. Pas les forêts. Il y a juste effectivement les pâtures autour qui font partie. Malheureusement, le parc qui était magnifique, il y a des arbres qui étaient là depuis plus de 150 ans au moins. Il y avait 3 très beaux arbres dans le parc. Il y en a un qui a été foudroyé il y a de cela 2 ou 3 ans. On le voyait d'ailleurs sur la vue aérienne. Il est couché, il dort. Je doute qu'il bouge beaucoup. Et heureusement, il est tombé à 2 mètres du château. Il n'est pas tombé sur le château. Bon, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait grand mal, parce que c'était les dernières branches, mais voilà. Donc le parc, malheureusement, a un peu vieilli. Il a été un petit peu rafraîchi ces derniers temps par une personne du Nouvion. Le château, voilà, il est en vente. S'il y a des amateurs, ne vous privez pas. Une chose est sûre, c'est quel est l'avenir du château du Nouvion. Il n'y a qu'une personne qui le sait pour le moment. Est-ce qu'elle le sait d'ailleurs? Je ne sais pas. Ça veut dire que ce bien, ce château, qui a une histoire princière, on l'a vu, qui a traversé l'histoire de France sans faire de remous, il n'y a jamais eu de signature de grands traités, il n'y a jamais eu de bataille dans le château. Ça a juste été un château dans lequel on a un peu habité, dans lequel on a été beaucoup en colonie de vacances au fur et à mesure. La dernière fois, c'était en août 2003, c'est moi qui ai fermé le château, malheureusement en août 2003. Ce château, il y a une histoire, et c'est ce que je racontais aux enfants pour finir cet après-midi, c'est que derrière un mur, comme ça, il y a une histoire. Et que cette histoire, elle a marqué certains d'entre vous, parce qu'il y a des gens qui sont imprégnés de la culture de la famille d'Orléans. D'ailleurs, il y a une partie des bois qui appartiennent toujours à la famille d'Orléans. Une partie des bois appartiennent à l'actuel comte de Paris, qui a 50 ans, un peu plus de 50 ans, oui, que j'ai rencontré à une occasion, et qui m'a demandé que je lui envoie le livre pour le lire. Je pense qu'il veut lire ce que j'écris dedans avant d'autoriser, mais ça on verra. Donc voilà, moi mon travail, je l'ai arrêté dans mon travail, je l'ai arrêté en 2004, parce que derrière le château d'Or, ça fait 15 ans effectivement que je travaille sur son histoire, que j'amasse des centaines et des centaines de documents et de photos. Là, c'est ridicule ce que je vous ai montré par rapport à tout ce qu'on peut avoir. J'en ai bâti un livre, modeste, je ne suis pas historien, je suis juste un fou amoureux de ce Dieu. J'en ai bâti un livre qui paraîtra dans quelques mois. Ceux qui sont intéressés pour avoir tout le détail, là j'ai fait 10 pages sur 240, à peu près, non je exagère, j'ai fait 20 pages. Sur 240. Ceux qui sont intéressés, eh bien voilà, je resterai à votre écoute après, ou je dirai comment faire si vous voulez l'acquérir, il sortira en mars 2020. Mais moi, mon principal envie ce soir, c'était de rappeler que ce château a une histoire qui a remonté pas très loin dans le temps, mais qui a accueilli des personnages très marquants, le duc d'Aumale, le duc de Guise, le comte de Paris, et après des milliers d'enfants. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que c'est déjà, on a passé un bon moment. Alors, si des personnes ont des questions, moi je reste à la disposition sur des choses un peu plus pointues ou autres, il n'y a pas de souci. Si des gens sont intéressés pour qu'on évoque le livre, je me tiens à votre disposition. Si des gens veulent se désaltérer, je pense que c'est largement faisable là où on est. Je vais d'ailleurs faire ça. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci d'être venus aussi nombreux. Et si vous connaissez quelqu'un qui a un projet pour le château, allez-y. Merci beaucoup. Je demande à tes copains, tu fais un truc.